Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle capsule du thème 1, les nouveaux espaces de conquête, axe 2, enjeux diplomatiques et coopération, et principalement le jalon 1, coopérer pour développer la recherche, l'ISS. Quels défis techniques et économiques obligent les États à coopérer pour exploiter l'ISS? La Station spatiale internationale est d'abord un défi humain. Plus de 230 astronautes de nationalités différentes ont séjourné à bord. Son assemblage, en réalité une quinzaine de modules, a nécessité le lancement de 140 fusées. Il a duré plus de 10 ans, de 1998 à 2011. Depuis 2000, son fonctionnement quotidien est assuré par 80 mésocargos qui sont ensuite détruits dans l'atmosphère. Quels défis ont été relevés pour mettre en place l'ISS et quels défis reste-t-il à relever pour assurer sa mission? A. Le défi financier, trouver les fonds. L'ISS a coûté 150 milliards de dollars. Son utilisation et son entretien sont estimés à 3 milliards de dollars par an. Ce prix rend nécessaire la coopération internationale. La NASA est l'agence à l'origine de cette station. Elle n'a pas pu œuvrer seule, d'abord en raison de la crise des années 1970 pendant lesquelles le Congrès avait renoncé à voter les budgets. Le Skylab, par exemple, le premier essai états-unien, est abandonné en 1979, faute de fonds. Ces réticences du Congrès obligent la NASA à trouver des partenaires dans les années 1980. Les États-Unis se tournent logiquement vers les États qui sont à la fois les plus riches et les plus développés de l'époque, mais aussi leurs alliés de la guerre froide. Ceux-ci sont donc associés au projet dans les années 80. Ils créent alors ou développent leur agence spatiale nationale ou européenne en parallèle. Après la fin de la guerre froide et la dislocation de l'URSS, les présidents George Bush puis Bill Clinton invitent la Russie de Helsinki à collaborer. Elle intègre le projet en 1993. Il s'agit de manifester le multilatéralisme américain, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens technologiques d'y arriver seuls. Aujourd'hui, les États-Unis assurent encore 75% de ce coût. C'est en partie ce qui explique leur politique progressive d'ouverture de l'approvisionnement de l'ISS aux entreprises privées américaines, une façon de se désengager de ce projet pour la nouvelle station spatiale qui tournera non plus autour de la Terre, mais autour de la Lune, le LOB-G, mais dont la date est incertaine, vers 2025-2030. Grand B, le défi technologique. Assembler une station spatiale. La contribution russe est essentielle pour la concrétisation du projet financé par les États-Unis. C'est le pays qui a permis l'existence de l'ISS à partir de son expérience nationale avec la station Mir, lancée en 1976 et mise en orbite en 1986. Mir était la première station spatiale satellisée et elle avait été suivie de 6 autres stations qui ont accueilli entre autres des astronautes européens avant la fin de la guerre froide. Dès 1986, Mir permet d'expérimenter l'assemblage des pièces en orbite et donne aux Russes des compétences inégalées dans le domaine de l'assemblage d'une station orbitale. La même année, l'explosion de Challenger marque un coup d'arrêt de près de 3 ans du côté américain. L'appel de Clinton à Helsinki est donc bien intéressé. La Russie rejoint le projet en 1993, ce qui lui permet de résoudre les problèmes financiers de l'agence spatiale russe et de finaliser le lancement des 2 derniers modules de Mir. Ici, technologie et finances s'accordent parfaitement et permettent la coopération de 2 anciens pays rivaux. C'est un exemple du nouveau contexte géopolitique de la fin du monde bipolaire. En 1998, le premier élément de la station est lancé. Il est russe, Zarya, et le premier équipage rejoint l'ISS avec une navette états-unienne composée de 6 astronautes, 5 Américains et seulement 1 Russe. La coopération technologique demeure cependant évidente. Dans les années 2000, 5, 6, 7, voire 8 équipages rejoignent la station chaque année, incluant progressivement des astronautes d'autres nationalités, des Canadiens en 1999, des Japonais en 2000, puis des Européens en 2001. Une règle tacite s'impose progressivement. Chaque équipage compte au moins 1 Russe et 1 Américain, mais en général, ces derniers sont plus nombreux, jusqu'à 6. En fait, l'équipage de l'ISS reflète les équilibres géopolitiques mondiaux. En 2016, l'expédition 50 a pour la première fois embarqué dans son équipage un astronaute français, Thomas Pesquet, qui a renouvelé l'expérience en 2021. En 2003, la navette Columbia explose et cela retarde l'assemblage de l'ISS. Seules 2 navettes Soyouz font le trajet cette année-là. Les années suivantes, les navettes Soyouz restent prédominantes et ce jusqu'en 2019. En 2020, les 2 premières navettes SpaceX sont affrétées. En parallèle, l'Europe a contribué à l'assemblage de la station par l'envoi de cargos spatiaux, dit ATV. C'est un vaisseau spatial développé par l'ESA dans le but de ravitailler la Station spatiale internationale. Il peut transporter jusqu'à 8 tonnes de matériel et il est capable de s'amarrer automatiquement à la station.
L'Europe a aussi fourni un module laboratoire, Columbus, tout comme les Japonais avec le module Kibo. Les Canadiens ont œuvré sur le bras articulé extérieur de la station, nécessaire à l'assemblage des différents modules. Aujourd'hui, l'ISS couvre une superficie équivalente à un terrain de football et pèse 465 tonnes. En orbite à 400 km, elle fait le tour de la Terre 16 fois par jour. C'est le défi scientifique. Les recherches sont d'abord présentées de façon commune pour montrer la coopération. L'ISS est un observatoire terrestre et astronomique qui permet de recenser des événements climatiques ou des aménagements. Les différents modules accueillent des laboratoires en microgravité pour une meilleure connaissance des effets de longue durée dans l'espace, pour la mission future pour Mars en particulier, et en lien avec la santé sur Terre. Dans l'espace, par exemple, 1% de la masse osseuse est perdue chaque mois. Les recherches effectuées permettent ainsi de travailler à des traitements pour limiter l'ostéoporose ou les traitements contre le cancer. Les scientifiques à bord font aussi des tests de protection contre les radiations, de production d'oxygène et d'énergie, des tests sur les combinaisons spatiales ou autres. Dans le détail, les États-Unis sont à l'origine de plus de la moitié des expériences menées à bord. Le documentaire du Monde mis à notre disposition est plutôt positif à ce sujet. Le texte de Serge Brunier, un journaliste spécialisé dans la vulgarisation scientifique, est lui très critique, puisqu'il dit que la station n'a tenu aucune des promesses annoncées par la NASA à l'origine du projet. La question se pose aussi du droit de propriété intellectuelle des découvertes. Le traité sur l'espace affirme qu'il est inappropriable et donc que la territorialité ne peut s'appliquer, mais l'accord signé en 1988 mentionne bien l'état d'immatriculation des objets spatiaux ou encore de la nationalité des astronautes. La législation devra être cependant plus rigoureuse lorsque des particuliers pourront séjourner dans l'espace. En octobre 2021, par exemple, l'ISS est ouverte aux premiers touristes avec une actrice et un réalisateur russe qui ont séjourné 12 jours pour les besoins d'un premier long-métrage tourné en orbite. D. Le défi géopolitique que représente l'ISS. La participation russe à ce projet états-unien est perçue comme une des réponses à la plus grande rupture de la fin du XXe siècle, l'implosion de l'URSS en 1991. Avec la fin de la bipolarisation, les États-Unis endossent le fardeau du leadership, dira Bill Clinton. Ils souhaitent faire bénéficier le monde d'une Pax Americana qui s'appuie tant sur leur hégémonie militaire que sur la promotion du multilatéralisme, auquel il faut, pour éviter toute velléité vindicative, associer la Russie. Cette coopération commence avec la mise en place du programme spatial Shuttle Mir. Bilatéral, celui-ci doit permettre un partage des expériences qui s'avèrent décisif pour la construction d'une station commune, l'ISS. En échange de son intégration au programme de l'ISS, la Russie s'engage à mettre fin à sa propre station spatiale, Mir, ce qu'elle fait effectivement en procédant à son désorbitage en mars 2001, et à doubler par ses Soyouz le transport d'astronautes vers l'ISS, jusque-là effectué par la navette de la NASA. L'ISS est donc pensé comme un projet collaboratif pour gommer petit à petit les rivalités de la guerre froide. Les problématiques de ravitaillement de la station soulèvent aujourd'hui de nouveaux défis géopolitiques. En effet, notamment à la suite de l'explosion à 2 reprises de leur navette spatiale, les États-Unis décident d'arrêter ce programme en 2011. Ils sont dès lors dans une situation inconfortable et paradoxale. Hyperpuissance spatiale, ils dépendent de la Russie et de ses Soyouz pour envoyer leurs astronautes et ceux de leurs partenaires dont ils se sont engagés à assurer le transport. Ce nouveau rapport de force technique est insupportable pour les États-Unis, d'autant qu'il se conjugue avec les ambitions internationales de Poutine. Il explique en grande partie l'aide apportée par les États-Unis aux entreprises du New Space pour ravitailler l'ISS, que ce soit auprès de SpaceX, qui en profite pour développer son vaisseau, Dragon 2 et sa fusée Falcon 9, dont le premier étage est réutilisable, ou auprès de Boeing. L'objectif est que ces acteurs privés se substituent aux États pour financer l'exploration spatiale. En effet, les États-Unis ont fait part de leur volonté de cesser de financer l'ISS à partir de 2025, dans une logique de privatisation progressive de la Station spatiale internationale, afin que les coûts d'exploitation ne pèsent plus sur les contribuables, mais sur des investisseurs privés. Une telle démarche fragiliserait, à terme, la coopération interétatique. Actuellement, les défis technologiques, scientifiques, financiers et géopolitiques à l'origine de la collaboration sont tels qu'ils vont jusqu'à occulter les tensions susceptibles d'exister entre les nations qui collaborent à l'ISS. Par exemple, le travail collaboratif ne connaît aucune suspension alors que l'Europe et les États-Unis ont imposé des sanctions économiques et diplomatiques à la Russie suite à l'invasion de la Crimée en 2014. L'ISS est donc bien un exemple accompli de coopération dans l'espace, une station internationale
mais les rôles des États ont été et sont encore distincts et inégaux. Reste aujourd'hui la question de la fin de sa mission et du casse-tête de sa désorbitation. C'est terminé pour ce premier jalon. Je vous remercie et à très bientôt pour la suite.